Dans les petits villages, tout se sait très vite. Si l'on ne fait pas attention, c'est toute la communauté qui peut être informée de vos moindres faits et gestes presque immédiatement. Le bouche à oreille va très vite, mais les étiquettes qu'on vous colle perdurent très longtemps. Je peux vous l'assurer, c'est un peu le double tranchant des petites communautés à la campagne. Tout se sait très vite, mais personne n'oublie jamais rien. Quand vous êtes catalogué, vous l'êtes pour longtemps. J'habite dans l'un de ces petits villages, nichés au creux d'un vallon du Jura français. C'est assez bucolique. De vastes forêts de hêtres et de chênes recouvrent les versants de la vallée, au fond de laquelle miroite la surface de la rivière. C'est sur ces mêmes versants que se sont construits des fermes qui sont devenues des hameaux puis des villages au fil des décennies. J'imagine de temps en temps les premiers hommes à s'être installés ici dans l'optique d'y rester, défrichant et abattant les arbres avec des scies à main ou des haches pour construire des granges et des maisons, domptant la terre fertile avec leurs socs et leurs houes rudimentaires pour y creuser des sillons et faire fructifier le sol, tenant en respect les bêtes sauvages avec des chiens, des arcs ou des fusils pour protéger leurs troupeaux. J'éprouve du respect pour ces pionniers de nos régions qui ont su négocier avec une nature sauvage le droit de vivre sur ces terres. Vous l'aurez peut-être compris, mais j'aime ma région. J'aime ses collines, aux crêtes se dessinant sur le ciel bleu. J'aime ses forêts, profondes et pourtant familières, où grouille une multitude de créatures. J'aime les abords de la rivière, quand le soleil fait briller la surface de l'eau comme un diamant et que l'on peut voir depuis le pont les truites onduler furtivement entre les pierres du fond. J'aime ces champs, j'aime même ces routes, quand se prépare un orage de printemps et que le ciel paraît si lourd qu'il en semble tomber. Que les hirondelles s'affolent alors, volant en rase-motte juste au-dessus de nos têtes, quelques instants à peine avant les premières gouttes de pluie. Oui, j'aime ma région, mais j'y reviendrai jamais. Car les souvenirs qui y sont liés me font encore frémir. Je vis avec ma famille dans ce village, dans la même maison depuis mon enfance. Mes parents sont tous deux originaires du coin et ne s'en sont jamais éloignés. Dès qu'ils l'ont pu, ils ont fait un crédit pour acheter une maison et y élever leurs enfants. Ça paraît simple, mais ça leur a permis d'avoir assez de place pour élever 3 enfants. Je suis arrivé en premier. Puis, quelques années plus tard, ce fut au tour de ma sœur Isabelle. Et 3 ans plus tard, presque jour pour jour, est arrivée Aurore, la petite dernière. Je sais que dans la plupart des cas, les frères et les sœurs ne s'entendent pas forcément, mais chez moi, je dois dire que tout se passait à merveille. J'avais d'excellents rapports avec mes 2 sœurs, et elles en avaient d'encore meilleurs entre elles. Nous cultivions une véritable complicité familiale, entretenue par nos parents. Nous ressemblions un peu à ces familles modèles que l'on voit à la télé dans les pubs pour les biscottes ou le dentifrice. Mais ce n'était pas qu'une façade. Notre famille était très unie. Mes parents y avaient veillé. Ils nous avaient élevés dans l'art du compromis et de la discussion, et étaient devenus maîtres pour l'organisation et la présidence du Grand Conseil familial, comme on l'appelait pour plaisanter. Le Grand Conseil nous permettait de régler les petits conflits entre nous, de discuter, de nous excuser, et de trouver des solutions aux problèmes d'ordre familial. C'était très efficace, et très vite, les conflits devinrent anecdotiques. Nous vivons dans l'une des dernières maisons du village, le long de la route qui mène en haut des crêtes. En soi, c'est un endroit idéal. La maison est grande, chacun des enfants a sa propre chambre. Il y a beaucoup de terrain qui descend légèrement en pente. En tant que fils et filles de paysans, mes parents sont toujours restés très attachés à la terre. Et ils ont toujours cultivé le souhait d'avoir une petite ferme chez eux. Ainsi, devant la maison, il y avait un grand potager, que traversait un chemin de pierre menant à l'entrée. Il était magnifique, car nous en prenions un soin fou. Et chaque année, nous avions droit à de bonnes récoltes de carottes, de pommes de terre, de navets, de salades, de tomates et de tout un tas d'herbes aromatiques. Derrière, nous avions un grand terrain, ponctué d'une dizaine d'arbres fruitiers, principalement des pommiers, mais aussi quelques pruniers, qui nous donnaient chaque année de beaux fruits frais en quantité. Bien sûr, il s'agit de plaisir et non d'argent. Ce que nous avons n'est pas une exploitation, ni même à proprement parler une ferme. Nos parents faisaient ce qu'ils faisaient par plaisir et sur leur temps libre. Mon père étant architecte, il n'était pas tout le temps à la maison,
et ma mère, infirmière, travaillait parfois toute la nuit. Le rythme était bizarre certes, mais le fait d'avoir beaucoup de ressources pas très loin de chez nous a sans doute aidé aussi. Nous fréquentions l'école du village, à 15 minutes à pied de la maison, et nos grands-parents venaient souvent des villages voisins pour nous garder quand nous étions encore petits. Et puis nous étions des enfants responsables. À 13 ans, mes parents me confiaient déjà la responsabilité de garder mes petites sœurs, ce que je faisais de bon cœur car elles étaient vraiment calmes et adorables. Nos voisins, les Tournier, avaient des enfants du même âge que moi, 2 jumeaux avec qui je m'entends encore aujourd'hui très bien. D'aussi loin que je me souvienne, ils ont toujours été nos voisins. Ce sont des gens gentils, les Tournier, mais pas très bavards. Et ils préfèrent, je crois, que chacun s'occupe de ses affaires sans déranger les autres. Ils avaient devant chez eux un petit enclos dans lequel gambadaient quelques chèvres. Et je me demande s'ils n'ont pas soufflé l'idée à mes parents. Je ne me souviens plus vraiment quand, mais je devais avoir environ 10 ans. Mes parents ont commencé à parler d'avoir des bêtes. Ils voulaient rénover la vieille remise derrière la maison pour en faire une étable, construire un poulailler et installer des clôtures pour garder des animaux. Je me rappelle à quel point cette nouvelle m'a réjoui. J'adore les animaux et j'adore m'en occuper. Aussi, j'ai aidé du mieux que j'ai pu, avec mes petits bras, mes parents dans la réalisation de cette tâche. Il a fallu presque 1 an, mais une fois le travail accompli, nos parents ont acheté les bêtes. Mes sœurs, surtout Aurore, espéraient vraiment qu'ils prennent un cheval ou un poney, mais mes parents ont opté pour autre chose. Au début, ils ont installé quelques poules dans le poulailler, puis nous avons eu des moutons que nous avons mis au pré derrière la maison, mais mes parents les ont rapidement remplacés par des chèvres. Un jour, mon père a même rapporté un gros cochon depuis le village, et mes sœurs en ont oublié leurs envies de poney. Elles se sont occupées de ce vieux Joe toute sa vie, et ont toujours refusé qu'on le mange. Il devait avoir passé 20 ans quand il est mort de sa belle mort dans l'étable. Depuis, notre ferme s'est agrémentée de plusieurs autres étables. Nous avons toujours des poules, des cailles, des perdrix, des oies et des chèvres, et mon père et moi avons même creusé un étang pour accueillir quelques poissons. Au printemps de l'année passée, nous avions plus d'une vingtaine de volailles en pleine forme qui nous donnaient de beaux œufs. Il y avait également 8 chèvres, dont ma préférée Hortense, qui attendait des chevreaux. Je dis ma préférée, mais en vérité je les aimais toutes. Depuis que nous avions des chèvres, j'étais presque leur unique soigneur. J'adore les animaux, je vous l'ai déjà dit, et j'appréciais tout particulièrement celles que j'ai rapidement appelées mes chèvres. Les 3 premiers chevreaux que ma mère a achetés au Tournier étaient magnifiques, tout bruns et tout vifs. Mes parents disent que j'ai passé tout l'après-midi à jouer avec eux, et qu'après cela j'ai suivi mon père et monsieur Tournier jusque tard dans la soirée, pour comprendre comment m'en occuper au mieux. À partir de là, c'était parti. Il ne s'est pas écoulé un jour, depuis, sans que je prenne soin de mes petits amis à cornes. Vous savez, les chèvres, ce sont des animaux spéciaux. Elles peuvent être très rapides, et leurs mouvements sont parfois difficiles à prévoir. Mais quand on a le coup de main, il est assez facile de s'en occuper. Ainsi, tous les jours, c'est moi qui leur donnais à manger, qui changeais leur paille, et qui ouvrais ou fermais la porte de l'étable. Mes sœurs s'occupaient plutôt des poules et des oies avec mes parents, mais moi j'avais la responsabilité des chèvres. 4 des 8 chèvres que nous possédions à ce moment-là étaient nées chez nous, dans l'étable, et j'en avais acheté moi-même une à la foire l'année d'avant. Je leur avais toutes donné un nom. Vous devez vous dire que c'est bizarre, mais j'aimais bien ces animaux. Je n'étais pas considéré comme étrange, vous savez. J'avais des amis, des collègues, et même une place de gardien dans l'équipe de foot locale. Beaucoup de jeunes de mon âge dans le village avaient également la charge de veiller sur quelques bêtes, et nous discutions parfois de technique, de génétique, en nous échangeant des conseils. M'occuper de mes petites bêtes était un peu ma passion, mon moment de détente à moi. Le contact avec les bêtes me détendait et m'amusait. Je les caressais, je jouais avec les chevreaux, et j'adorais apporter des améliorations à leur habitat, en augmentant la limite de la clôture, ou en ajoutant une pierre à lécher dans l'étable. Bref, à ce moment-là, tout allait bien. Comme je vous l'ai dit, nous avions au début de l'année passée 8 chèvres. Hortense, la chèvre que j'avais achetée à la foire, était ma préférée entre toutes. C'était une blanche de Gesnay, splendide. Elle avait l'œil vif, un superbe pelage blanc et lustré, et on voyait tout de suite qu'elle était en pleine forme. Vous savez, les chèvres mangent n'importe quoi, pour peu que ça soit à leur portée. Herbes,
feuilles, écorces, mousses et même chardon. Mais Hortense ne mangeait que les plus raffinés des plantes. Elle n'attaquait jamais les troncs des arbres et dédaignait toute mauvaise herbe, ne se contentant que des plus jeunes pousses d'herbes fraîches et du foin que je leur donnais 2 fois par jour. Je m'amusais de la voir ainsi dédaigneuse et l'appelais Madame Hortense ou Madame la Baronne pour rigoler. Je l'avais achetée à l'automne comme cadeau pour mes 21 ans. À la foire paysanne où nous rendions chaque année en famille, elle m'avait tout de suite sauté aux yeux, au milieu des box et des enclos improvisés. Son pelage blanc, éclatant, contrastait immédiatement avec le reste du bétail présenté. L'homme impressionnant, aux joues rouges, accoudé à côté du parc, me l'avait laissé pour une somme coquette, mais que j'estimais tout à fait justifiée. À ce moment-là, je n'ai pas spécialement noté à quoi ressemblait cet éleveur. Il n'avait rien de particulier, hormis qu'il ne venait pas de la région, et que c'était la première fois que je le voyais à la foire. D'après son accent, il devait venir d'Alsace, ou peut-être même de Suisse. J'avais embarqué la chevrette dans la voiture familiale, et l'avais gardée sur mes genoux. Je l'avais caressée tout le long du trajet, en lui parlant pour la rassurer. Mes sœurs aussi m'y avaient aidé, mais elles avaient vite été surprises par la docilité de l'animal. En effet, Hortense s'avérait d'une gentillesse exceptionnelle, et n'a pratiquement pas bougé du voyage, se contentant de poser la tête sur les genoux d'Aurore de temps en temps. Une fois arrivée, je l'ai directement mise à l'étable, afin qu'elle s'habitue aux autres et vice-versa. À nouveau, son comportement fut exemplaire, et là où on l'aurait pu s'attendre à quelques échauffourées avec les autres chèvres, elle se fit immédiatement accepter dans le groupe. Au cours des semaines qui suivirent, Hortense prit ses marques dans notre petite ferme, au sein du troupeau. Même mes sœurs, qui étaient d'ordinaire un petit peu effrayées par les chèvres, l'adoraient. Elle était tellement douce, tellement gentille. Elle ne refusait jamais une caresse ou un câlin, et elle répondait toujours quand on l'appelait. Elle était parfaite, et qui plus est, sa simple présence semblait remplir de joie toutes les autres chèvres du groupe. Les querelles de domination, déjà rares avant, semblaient avoir totalement disparu. L'année avança, et au cœur de l'hiver, je remarquai que les flancs de ma chèvre blanche s'arrondissaient. Cela me sembla étrange, car je n'avais pas de bouc dans l'étable, pour le moment, et le dernier que j'avais eu, César, était mort bien avant son arrivée. Je me décidai tout de même à en parler à Monsieur Tournier, pour vérifier mes suppositions. Ce dernier, voyant Hortense, me confirma solennellement que ma chèvre était portante, et qu'elle devrait avoir un chevreau au printemps. Surpris, mais réjoui à cette idée, je passai presque l'intégralité des vacances de Noël à calfeutrer l'étable et en faire un endroit adapté à un petit chevreau. Heureusement, je pouvais compter sur mes sœurs et mes parents dans cette entreprise. Comme il l'avait fait lors des fois précédentes, mon père m'assura qu'il m'assisterait pour la mise bas. J'observais donc avec impatience l'évolution d'Hortense. Vous devez vous dire que cette histoire n'a aucun intérêt, qu'une vie comme la mienne, tout le monde en rêverait, et que mes histoires de chèvres n'intéressent personne. Si seulement c'était vrai. Car attendez, c'est maintenant que tout commence. Au début de cette année, le comportement d'Hortense changea. Elle n'est pas devenue méchante ou agressive, mais plutôt comme déprimée, épuisée. Là où avant elle gambadait dans le parc et sautillait partout, elle errait désormais presque en se traînant. Elle avait l'air accablée et maladive. On ne voyait plus dans son œil la vivacité qui la caractérisait. Un soir, elle finit même par s'effondrer sur le côté, à bout de force. Je me précipitai vers elle, la ramassai dans mes bras pour la déposer sur la paille de l'étable. La pauvre se laissa faire, et n'essaya même pas de se relever. J'étais inquiet, mais je mis son état sur le compte de sa grossesse qui devait lui ponctionner beaucoup d'énergie. Les autres chèvres qui avaient porté des petits n'en avaient pas autant souffert, mais Hortense était encore jeune, et c'était sans doute son premier chevreau. La période de gestation ordinaire est de 150 jours, mais comme je ne sais pas trop quand celle d'Hortense avait commencé, le père Tournier avait estimé la naissance du petit pour une période entre fin février et fin mars. J'avais très peur de l'état dans lequel cela mettait ma pauvre chèvre, et qu'elle ne le supporte pas encore plusieurs semaines. Mais mon inquiétude fut de courte durée. C'est en ce début de mois de février qu'Hortense commença sa mise bas. Ce soir-là, le ciel était lourd de nuages, et le tonnerre sourdait au loin. Les bêtes étaient effrayées comme jamais je ne les avais vues être effrayées.
Les poules avaient cessé de jacter et se terraient en boule contre les parois du poulailler. Les chèvres semblaient agitées. Elles remuaient et ruaient dans le parc, sous la menace de l'orage à venir. Néanmoins, aucune d'entre elles n'osait entrer dans l'étable, où Hortense s'apprêtait à donner naissance. Sous les premières gouttes de pluie, mon père, qui rentrait à peine du travail, et moi, nous nous sommes précipités à son chevet. Aurore nous accompagnait, alertée par les bêlements de plus en plus plaintifs. Au moment d'entrer dans l'étable, elle eut un mouvement de recul, pour lequel je ne peux pas la blâmer. Il y avait du sang partout, sur le sol, sur les murs. La paille sur laquelle dormaient habituellement les chèvres en était imbibée. Hortense était étendue dessus, tremblante et visiblement en grande souffrance. C'était absolument terrible à voir. Les chèvres ne sont pas aussi expressives que les humains, mais on pouvait clairement sentir la détresse de cet animal, de par ses longs bêlements enroués, ses spasmes erratiques et sa respiration forte et sifflante, qu'elle semblait arracher au prix de lourds efforts. Après plus d'1 heure, voyant que nous étions complètement dépassés, Aurore nous ordonna d'appeler le vétérinaire de garde. Sur le coup, nous n'y avions même pas pensé, et je me suis senti vraiment idiot. La vétérinaire arriva rapidement sur les lieux. Elle nous avoua qu'elle n'avait encore jamais vu un animal en tel état lors d'une mise bas. Elle semblait à la fois surprise et horrifiée, mais fit de son mieux pour aider Hortense. La véto et mon père restèrent auprès de ma chèvre, mais ils nous demandèrent d'attendre dehors, à Aurore et à moi. Je ne vais pas m'étendre plus sur les détails, car je n'ai pas pu y assister directement. J'étais donc rentré me coucher, mais incapable de trouver le sommeil, j'avais passé la nuit devant la fenêtre de ma chambre, à observer les allées et venues du docteur et de mon père, qui s'affairaient dans cette étable. Le tonnerre et la pluie battante ne couvrant pas totalement les plaintes continues de ma pauvre chèvre. La mise bas dura presque toute la nuit, et au petit matin, alors que l'orage se dissipait enfin, et que le soleil commençait à peine à éclairer les alentours de la maison, mon père sortit de l'étable, suivi peu après du docteur. Ma chèvre était morte, d'épuisement et de douleur. Je me souviens avoir demandé ce qui s'était passé, comment ça avait pu autant dégénérer. La vétérinaire, épuisée et visiblement troublée, avait alors décidé qu'il valait mieux me montrer. Habituellement, lors de leur première portée, les chèvres ne mettent au monde qu'un seul petit, et exceptionnellement 2. Mais quand j'entrai dans l'étable, immédiatement assailli par une odeur épouvantable, je remarquai avec écœurement les 5 avortons gisant sur la paille ou sur le plancher, tout autour du cadavre d'Hortense. Ils étaient tous mort-nés selon le docteur, malingres, chétifs, mal formés. 2 d'entre eux paraissaient même incomplets, comme dissous ou partiellement dévorés. Ils étaient couverts de restes de placenta, de sang, et reliés entre eux par une sorte de cordon ombilical gluant. Je détournai les yeux de cette vision dégoûtante pour les poser sur Hortense. Le calvaire de la chèvre avait dû être insoutenable. Elle était allongée sur le côté, dans une mare de sang, la bouche ouverte et la langue pendante. Ses yeux étaient vitreux et son arrière-train dans un état indescriptible. Donner naissance à ces petits morts-nés semblait presque l'avoir déchiré. C'était affreux pour moi de voir cette magnifique chevrette blanche, si joyeuse, si gentille, réduite à l'état de chair meurtrie baignant dans son sang. J'étais d'autant plus attristé quand j'imaginais l'horreur de ces derniers instants. Et tout ça pour rien. J'avais beau avoir plus de 20 ans, j'étais bouleversé par le spectacle. Je me suis agenouillé un instant sur le sol pour caresser une dernière fois le poil soyeux d'Hortense. Mon père était au téléphone avec les déchets carnés. C'est alors que je remarquai une chose que je n'avais pas remarquée avant. Depuis un coin de l'étable, assuré et debout sur ses pattes, me regardait droit dans les yeux un petit chevreau au pelage humide et intégralement noir. Les jours qui suivirent furent étranges. Nous avions sorti les dépouilles de l'étable et les déchets carnés les avaient tout de suite ramassés. Après cette longue nuit, la vétérinaire avait encore eu la gentillesse de rester un peu pour m'expliquer comment nourrir un chevreau avec un biberon. En effet, comme il n'avait plus de mère,
J'allais devoir nourrir le nouveau-né de cette façon pendant quelques semaines, si je voulais qu'il s'en sorte et ait une croissance normale. Je sais que tu t'es déjà occupé de jeunes animaux, mais là c'est un peu différent. Il va falloir lui donner la tétée. Oui, je comprends. Tu dois d'abord l'attraper et le porter dans tes bras, comme ça. Tu lui montres le biberon, et normalement, il viendra de lui-même téter après. Allez, mange. Il doit avoir encore un peu peur, mais dès qu'il aura faim, il tétera. Tu devras réessayer un peu plus tard. Oui, ça devrait être faisable, mais il peut quand même rester et dormir avec les autres chèvres. Je pense même que ce serait mieux. Il serait sociabilisé et certaines femelles pourraient s'occuper de lui. Mais attention, c'est un bébé très vulnérable et c'est aussi à toi d'en prendre soin. Et c'est ainsi que je me suis attelé à prendre soin d'Auguste, comme j'avais choisi de l'appeler. Tous les jours, je le prenais dans mes bras pour lui donner son biberon. Mais je dois vous avouer que ce n'était pas une mince affaire. Auguste n'était pas méchant ou agressif. En cela, il avait hérité de sa mère. Mais il faisait souvent la fine bouche et refusait de boire le lait que je lui donnais. Au moment de la tétée, je le prenais dans mes bras, mais lui se contentait de me fixer droit dans les yeux pendant un long moment, avant de détourner la tête. Et une fois que je le lâchais, il s'affairait à grignoter des plantes ou des chardons. Après quelques jours, en voyant qu'il s'en passait très bien, j'ai laissé tomber le biberon, et je lui ai donné une alimentation normale. Auguste était tout aussi beau que sa mère, et malgré les circonstances de sa naissance, je dois bien dire que je l'adorais. Il était d'un noir de jais, et sa robe semblait brillante comme les plumes d'un coq, avec des reflets verts et violets. Il était grand, fort et vif, et malgré cela d'une tranquillité impressionnante. Les jeunes chevreaux sont en principe réputés pour leur agilité et leur comportement imprévisible, ce qui pousse de nombreux éleveurs à rehausser les clôtures de leur enclos pour éviter les évasions. Mais Auguste, lui, avait toujours l'air calme, posé, comme s'il réfléchissait. C'est d'ailleurs pourquoi je le surnommais affectueusement le professeur Auguste ou le docteur Auguste. Comme je l'ai dit, il avait tout de suite pu tenir sur ses pattes et avait très vite agi comme un bouc adulte. Il mangeait du foin et de l'herbe avec une nette préférence pour toutes les mauvaises herbes, les orties, les lichens et les chardons. Ce qui là aussi me faisait sourire, compte tenu de sa mère si dédaigneuse. Il avait déjà une magnifique barbiche fournie au menton et de petites cornes commençaient à être visibles sur son front, après une semaine seulement. Pendant un temps, la vie reprit donc son cours, et j'ai cru que tout redeviendrait normal après l'expérience horrifiante qui eut lieu dans l'étable. Malheureusement, la mort d'Hortense n'était que le début. Un mois après ces événements, le 20 mars pour être précis, je m'en souviens car c'est le jour de l'équinoxe qui marque le premier jour du printemps. Il s'est passé quelque chose d'étrange, de très étrange. En vérité, sur le coup, j'ai même cru avoir rêvé, ou que mon esprit m'avait joué un tour. Mais aujourd'hui, avec le recul, je n'en suis plus si sûr. J'allais pour donner à manger à mes bêtes, et en passant devant le parc, mon attention fut happée par une vision des plus surprenantes. En plein milieu du clos, Auguste faisait face, seul et immobile, à toutes les autres chèvres. Elles non plus ne bougeaient pas d'un poil, ce qui rendait la scène surréaliste. Elles étaient simplement debout, la tête relevée, à regarder fixement Auguste, en face d'elle, sans manger, se déplacer, ni même remuer la queue ou les oreilles, et ce pendant plusieurs minutes. C'était comme si le temps s'était arrêté. Ce qui me fascina et m'empêcha de détourner les yeux de la scène, c'est qu'il se dégageait quelque chose d'irréel et de malsain dans la posture de ces animaux. Après de longues minutes, Auguste sembla remarquer ma présence et tourna lentement, trop lentement, la tête dans ma direction, jusqu'à planter son regard dans le mien. Je frémis encore en repensant à cet instant, car je pourrais jurer qu'à ce moment, les yeux qui me fixaient n'étaient pas ceux d'un bouc ordinaire. J'avoue que j'étais fatigué après ma journée de travail, mais j'ai été comme hypnotisé par ce regard, et ça n'avait rien de normal. Après un instant, que je ne saurais pas mesurer, le bouc rompit le contact
Et immédiatement, moi comme les autres chèvres, avons repris nos activités routinières, comme si de rien n'était. Ce n'est que plus tard dans la soirée que je me suis rappelé cet événement. Si bien que sur le coup, j'ai presque cru avoir tout imaginé. C'était comme un rêve ou un bug dans mon quotidien. Mais maintenant, je suis sûr que ça s'est passé. Et que ce n'était rien comparé à l'étrangeté et l'horreur de ce qui suivit. Les premières bêtes à mourir furent les volailles. Un dimanche matin, en sortant nourrir les animaux, Isabelle et Aurore trouvèrent devant notre porte les cadavres de 2 poules rongées par la vermine. Après la frayeur, elles remarquèrent devant le poulailler une pile de charognes pourrissantes. Nous étions arrivés juste après, interrompus dans notre petit déjeuner par une Isabelle en pleurs. Une fois toute la famille dehors, personne ne comprit ce qu'il s'était passé, ni ce qui avait poussé les poules à forcer la portière en pleine nuit, ni comment elles en avaient été capables, et encore moins ce qui les avait tuées, toutes au même endroit et au même moment. Sans compter que rien n'expliquait non plus l'état de décomposition avancé dans lequel se trouvaient les carcasses, alors que ces poules étaient encore bien vivantes à peine quelques heures avant. La vision était aussi improbable que répugnante. Les pauvres volatiles semblaient s'être massés contre le poulailler et y être tous morts simultanément. Dans ce fouillis de chair, d'os et de plumes, on ne pouvait plus distinguer les individus. Ils étaient comme entrelacés pour former une immense charogne baignant dans un jus putrescent et recouverte d'un essaim de mouches. On aurait dit que les poules s'étaient amoncelées, étaient grimpées les unes sur les autres et semblaient juste être mortes là, comme ça. Ou alors quelqu'un les avait empilées pêle-mêle après leur mort. Mais plus étrange encore, tout s'était déroulé sans le moindre bruit. Personne dans la maison, pourtant à 2 pas du poulailler, n'avait entendu le moindre caquettement ni le moindre craquement. Avions-nous tous le sommeil aussi lourd ? C'était à n'y rien comprendre, comme si les volailles étaient docilement sorties, avaient formé un tas et s'étaient laissées crever là. L'odeur de pourriture était insoutenable. Isabelle avait tenu tant qu'elle pouvait, mais était finalement rentrée pour vomir. Moi-même, j'avais beaucoup de peine à contenir mes hauts le cœur. Une fois la surprise surmontée, mes parents se sont mis à discuter entre eux la mine grave. Ils ne comprenaient pas ce qu'il s'était passé. Je tendis un petit peu l'oreille pour les écouter. « Marc, t'as déjà vu quelque chose comme ça ? C'est quoi ce délire ? » ?»« J'en sais rien. Tu crois qu'elles étaient malades ? » ?»« Non mais quel genre de maladie peut faire ça ? T'as vu leur état ? Elles ont toutes pourri, en une seule nuit. » »« Mais qu'est-ce que je peux te dire ? Elles sont crevées. Franchement, il y a un truc qui va pas avec les animaux. Déjà la chèvre le mois dernier, tu te rappelles ? Mais bien sûr que je me rappelle, j'étais là moi, toute la nuit, à regarder cette bête se vider de ses entrailles. Qu'est-ce que tu crois ? Que je vois pas qu'il y a un problème ? Mes parents ne se disputaient pour ainsi dire jamais. La situation devait les avoir bien secoués pour qu'ils en perdent leur sang-froid. En remarquant que je les écoutais, ils me firent un petit signe de la main qui se voulait rassurant. Puis ils s'éloignèrent de quelques pas et je ne pus saisir la suite de leur conversation. Mais tous les deux avaient échangé la colère sur leur visage pour une mine soucieuse. Ils parlaient à voix basse, les bras croisés. Au bout d'un moment, ils revinrent vers moi et je pus à nouveau les comprendre. « Écoute, j'en sais rien. On va essayer de tirer ça au clair. Mais avant, je dois me débarrasser de tout ça. » « Ok, mais fais vite, avant que ça empeste tout le village. Si t'as besoin d'aide, je serai à l'intérieur avec les filles. »« Oh, ça devrait aller, j'ai un solide garçon de ferme pour m'aider. » Mon père s'adressait autant à sa femme qu'à moi, et j'appréciais son effort pour paraître enjoué, car ça me changea les idées. Je souris même à sa plaisanterie. Il nous fallut toute la matinée pour creuser un trou en bout de pré et y jeter toutes les carcasses. Aurore était même venue nous apporter un casse-croûte vers 11h. Mais personnellement, je ne pus avaler quoi que ce soit. L'odeur épouvantable de pourriture ayant envahi mes narines. Mais quoi qu'il en soit, vers midi, nous en avions terminé.
Il ne restait de l'incident que quelques traces sur l'herbe et sur les planches du poulailler. Et cette puanteur qui ne voulait plus me quitter. Mon père avait dit à Aurore qu'on rachèterait des poules et que tout serait comme avant, ce qui la réconforta un peu. La pauvre avait été chamboulée par cet épisode et elle mit quelques jours pour ne plus y penser. Mais Isabelle, pourtant plus âgée, semblait encore plus marquée. Je me dis souvent avec amertume qu'à ce moment-là, j'aurais vraiment dû faire plus attention à mes sœurs. Mais je vous jure que je n'avais aucune idée de ce qui s'annonçait. Et la vie reprit à nouveau un cours normal.